Bonsoir, bienvenue à notre atelier de ce soir consacré donc à la question du genre et intitulé « Quel sera le genre humain ?» Nous venons de visionner un court film réalisé le mois dernier avec l'artiste Smith par Gary Gillet pour les rencontres philosophiques de Monaco, avec donc l'artiste Smith appelé Smith d'abord chez lui, puis dans son atelier en banlieue parisienne. Nous avons souhaité non seulement faire entendre la voix d'une personne dont le travail tourne autour de cette question, de la question du genre, mais montrer aussi en quoi l'art peut bousculer les lignes ou les frontières politiques, normatives, philosophiques, voire peut-être psychanalytiques, nous verrons, en donnant à penser ce que Smith appelle des nouvelles et inédites formes d'existence, nouvelles et inédites formes de vie. Smith est un artiste multiple, il fait des installations vidéo, de la photographie, du film, et collabore avec des personnes venant d'horizons entièrement différentes, comme celui de l'art, comme la science et la philosophie tout particulièrement. Par cette rencontre avec Smith, nous avons voulu montrer ce qui arrive au genre humain, ce qui survient aujourd'hui entre guillemets, quant au genre humain. Or, ce qui survient aujourd'hui renvoie, et il faut le dire, à un passé immémorial. On ne peut pas dire que le genre se voit aujourd'hui dérangé alors qu'avant, il était bien déterminé, fixé ou stabilisé. Certainement, quelque chose est plus visible aujourd'hui. Plus visible dans le questionnement inhérent au genre, mais il faut croire que ce qui surgit aujourd'hui a toujours été présent au cœur de cette thématique. Et ce qui survient aujourd'hui quant au genre humain, ce qui arrive donc au genre, c'est très précisément qu'il se voit entièrement et complètement perturbé, dérangé, voire défait ou déstabilisé, au point où les distinctions, et notamment celle de la différence sexuelle entre le masculin et le féminin, ne tiennent plus ou s'avèrent inappropriées à la réalité des faits. Nous voyons en quoi ce qui arrive au genre humain l'affecte si profondément que se voient rejouer, de par cette indistinction, toutes les questions politiques, sociologiques, médicales, éthiques et donc philosophiques de manière inédite dans notre histoire. Nous en parlerons certainement ce soir et nous en avons beaucoup parlé avec Smith. Il y va ici de la question du statut civil, du nom, des soins médicaux, etc., pour ces personnes qui, dans leur vécu, à même leur vécu, auront non pas refusé, mais présenté leur inappartenance à l'une ou l'autre des distinctions sexuelles normatives. Vous l'aurez compris, ce soir, nous parlerons de la limite, la question de la limite. Où la placer, la limite ? Où la situer ? Depuis quel lieu instaurerons-nous, sommes-nous en droit d'instaurer, d'inscrire, de marquer des limites telles que celles de la différence entre le masculin et le féminin ? La limite est-elle nécessaire dans l'horizon politique du vivre ensemble ? Et si oui, et évidemment qu'il faut toujours des limites, peut-elle être, cette limite, normativement fixée, sans aussi et par là même nier ou dénier l'humanité de certaines existences singulières, souvent d'ailleurs invisibles, oubliées ou inaperçues. Ce soir, nous parlerons certainement beaucoup d'une philosophe américaine, Judith Butler, qui aura été l'une des premières à réfléchir sur la question du genre. Enfin, une des celles qui a beaucoup réfléchi les derniers temps sur la question du genre. Dans le travail de Judith Butler, la question du genre est d'emblée située dans le politique. Il nous faudra donc ce soir aborder le rapport entre le genre
et le politique, comment contrer la violence du politique quant au genre. Est-ce que la distinction des genres est toujours une violence politique et donc une manière d'asservir? Ou bien peut-on inventer des modalités capables d'outrepasser cette violence très spécifique, inhérente, à en croire Judith Butler, aux politiques, à l'institution politique et au droit? Ce soir, nous recevons une philosophe, Mylène Bothbold-Bohm, et une philosophe psychanalyste ou psychanalyste philosophe, Sabine Procoris. Nous commencerons notre atelier par l'intervention de Mylène Bothbold-Bohm pour ensuite donner la parole à Sabine Procoris. À moi donc de vous présenter Mylène Bothbold-Bohm, qui est philosophe, professeure à l'Université de Louvain et à l'Institut de philosophie et au Centre LSI de bioéthique dont elle est la directrice. Mylène Bothbold-Bohm est spécialisée en phénoménologie française et allemande, philosophie pratique et philosophie hébraïque, ainsi qu'en socio-éthique, notamment en bioéthique qu'elle enseigne dans des facultés de médecine. Ses recherches portent notamment sur les concepts de justice, de vulnérabilité, de non-violence et visent à la promotion des capacités des minorités ainsi qu'aux discriminations de genre. Elle est aussi membre du comité d'éthique de l'INSERM depuis 2013 et de 2001 à 2013, membre du comité consultatif belge. Elle a publié de nombreux ouvrages, je ne les cite pas tous, mais quelques-uns des derniers. Judith Butler, du genre à la non-violence, en 2017. Lévinas et Arendt, l'arrachement et évasion, avec Anne-Marie Roviello, et Des embryons et des hommes, avec Henri Atlan, en 2007. Sabine Procoris, qui est donc philosophe et psychanalyste, a publié de très nombreux ouvrages, dont Le sexe prescrit, La différence sexuelle en question, réédité plusieurs fois, et La psychanalyse excentrée au PUF en 2008, L'insaisissable histoire de la psychanalyse en 2014, et un livre critique dont j'imagine qu'on parlera et on reprendra peut-être certaines des thèses ce soir, sur et autour de Judith Butler, qui s'intitule « Au bon plaisir des docteurs graves » à propos de Judith Butler. Je vous cède tout de suite la parole, Mylène Bothbold-Bohm. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation et cette invitation à un sujet océanique, je dirais, parce que quand j'ai lu l'ensemble des questions qui nous étaient proposées, je me suis dit d'abord, il va falloir choisir parmi ces questions, parce qu'on ne pourra pas les aborder toutes en 25 minutes, mais en même temps, il y a une hybridation entre ces questions qui me semblait intéressante dans la manière dont l'invitation était formulée. Et le film que nous venons de voir, qui traite de la question de la représentation du genre à travers l'art ou beaucoup la littérature, on pourrait parler de science-fiction aussi, hein, qui a constitué le lieu de théâtralisation des hypothèses de pensée, de comment l'hybridation du genre pouvait se faire. Et je pense à un roman, par exemple, de Marsh Piercy qui s'appelle He, She, It, qui précisément était un des premiers romans américains à questionner l'assignation de genre, hein, d'un point de vue à la fois politique, biologique et sociologique, et qui a eu beaucoup d'impact effectivement sur les études de genre, dont Judith Butler est un peu la papesse, mais certainement pas la seule représentante dans le monde américain, parce que cette question du genre, effectivement, a tout de suite été pensée à partir des études post-modernistes de Derrida, mais surtout de Foucault, comme un lieu d'émancipation et je dirais, de modification des frontières d'assignement de genre en termes politiques, ce qui aux États-Unis a une signification peut-être encore plus forte qu'en Europe, où l'hybridation de genre au niveau du privé était pensable si elle n'était pas représentable, hein. Et donc, si on en revient à la question de la notion de genre humain, est-ce qu'elle a un avenir nécessaire?
est-ce qu'on pourrait se dire que le féminisme a précisément mis en question la notion de genre humain, un certain féminisme matérialiste, en disant eh bien, le genre humain n'est pas assez inclusif, puisque le genre humain se pense au masculin. Et donc, le genre humain, ça ne nous concerne pas. Et donc, il faut réinventer quelque chose où l'humain ne purait pas l'humanisme du XXe siècle, si je puis dire. Et donc, cette pensée féministe, matérialiste essentiellement, l'a mise à l'épreuve de sa capacité inclusive. Comment cette notion de genre humain, qui parfois donne lieu à un relativisme débridé où on ne sait plus de quoi on parle, et on confond reproduction et sexualité, fonction du masculin et fonction du féminin, politique du masculin et ontologie féministe. Donc on ne sait plus très bien, au-delà de cette condition générique qui définit le genre humain, parce que c'est quand même un terme de biologie, qui définit l'homo sapiens, eh bien c'est précisément cet homo sapiens qui est en question aujourd'hui, parce qu'on nous dit penser finalement à quoi ça sert, puisque ce qui nous fait avancer, c'est calculer. Et donc pour les philosophes, c'est presque une menace, dans le sens où on nous dit l'intelligence argumentative, finalement, par rapport à la capacité de l'intelligence artificielle à répondre concrètement, de manière fonctionnelle, à des questions urgentes, concrètes, comme des diagnostics médicaux, ne serait-ce que, à quoi sert la pensée? Et donc, la question même du genre biologique, face à cette mise en question de l'homo sapiens, elle devient presque un terme historique, puisqu'on ne nous parle plus de genre humain ou d'homo sapiens, mais comme l'historien qui a défrayé la chronique, on nous parle d'homo deus. Mais ce rêve d'homo deus, il existait déjà chez Platon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc on ne sait plus très bien comment une anthropotechnique fictionnelle a pu donner naissance à de si nombreuses figures à côté des clones, des avatars, des cyborgs et autres copies de l'humain dont on nous parle aujourd'hui et qui envahissent nos magazines comme les émissions radio ou télévisées, que je ne regarde pas, mais enfin, dont on me parle, comme si l'humain réduit à cet amas de cellules démontables et reconstructibles, le génome serait devenu cette espèce de jeu de Lego qu'on peut recomposer indéfiniment, eh bien, élargit cette espèce d'émancipation qui avait été apportée par le discours du genre, parce que on peut non seulement élargir les catégories de genre, alors on dit 5, 6, et puis on en est à 60 si on entend les biologistes aujourd'hui, ce qui n'a pas beaucoup de sens si on parle de vécu humain ou d'expérience existentielle humaine, mais néanmoins, ça m'a interpellée, j'ai trouvé ça extrêmement radical finalement de reparler de genre humain aujourd'hui, parce que cette notion de genre humain semble ne plus être assez inclusive pour que les catégories masculin et féminin déjà puissent y coexister. Et cette volonté de coexistence, moi c'est ce que j'ai connu comme jeune femme qui était intéressée par les questions de féminisme quand je devenais un sujet agissant, et qu'il fallait se définir par rapport à un monde politique où les rôles du féminin et du masculin, dans les années 80, étaient encore assignés. Et donc, dans un premier temps, j'aimerais m'interroger sur le fait que cette notion de genre humain, elle offre une reconnaissance à l'ensemble des catégories biologiques de l'humain, certes, mais c'est précisément cette vision biologisante qui trouble le genre et qui requiert de repenser ce qu'humain veut dire, sans que cette expression puisse être ressentie comme violente par ceux qui ne s'y sentiraient pas reconnus dans leur spécificité ou leur singularité de sujet. Et c'est parce que les mouvements féministes ont récusé, avec raison,
et c'est peut-être le moment le plus important du féminisme pour moi, cette hiérarchie biopolitique des sexes, et la notion de genre humain ça exige de repenser cette notion dans le contexte biotechnique dans lequel nous avons à redéfinir la signification de la pluralité des genres. Alors, il faudrait analyser, au-delà des difficultés que pose la notion classique de genre humain, la tension existante entre les pluralités de visées féministes. Je veux dire, en France notamment, il y a une guerre entre les féminismes qui amène à un chaos qui ne permet pas justement des décisions politiques cohérentes. Et ce qu'a peut-être apporté la traduction des textes de Judith Butler en France et en Europe, autour de la question du genre, dans Troubles dans le genre ou dans Défaire le genre, c'était de questionner précisément la cohabitation ou la nécessité du refus d'un genre humain qui ne soit qu'identitaire. Donc on pourrait dire que ça c'est le projet, et puis après on pourrait analyser si ce projet a pu être ou peut être réalisé. Il s'agira donc de questionner cette notion de violence qui pouvait inclure une définition qui se voulait universaliste et abstraite du genre humain, pour lui donner justement une définition qui soit plus bottom-up, qui parte du vécu, des sujets comme on a pu le voir avec l'artiste Smith, et cela dans un contexte biopolitique où le Vatican pouvait dire encore qu'il est très soucieux des droits humains, mais que l'homosexualité est une atteinte à l'humain. Et ce qu'il dit en substance, c'est que les êtres humains homosexuels, nous dit Judith Butler, détruisent l'humain de fait de leur homosexualité, et que les droits reconnus aux êtres humains ne doivent donc pas leur être accordés. Elle cite un texte dans Humain, Inhumain, et l'opposition à une supposée idéologie gender révèle, selon Butler, précisément la crise d'une certaine universalité qui repose, nous dit-elle, sur une forclusion. Et là, je laisserai notre amie psychanalyse répondre à cet argument, quelque chose qui doit rester en dehors de l'universel pour qu'il fasse sens. C'est-à-dire que c'était un argument d'Ingarden, en phénoménologie aussi, de dire que, bien, par exemple, je peux entendre une multiplicité d'interprétations de morceaux de musique, mais le critère qui me dit que c'est le même morceau de musique, c'est que je puisse le reconnaître. Je peux avoir une interprétation jazzy ou classique d'un morceau de musique, mais je dois pouvoir le reconnaître. Et là, on est arrivé à un tel élargissement du concept qu'il a perdu toute signification. Et c'est là, dans la perte de signification, que peut émerger une forme de violence qui nous mène, selon certains, à l'Anthropocène, ou en tout cas à questionner le fondement de la légitimité des discours qui seraient, dès la Bible, présentés comme les rôles genrés de la reproduction, qui seraient immuables selon les créationnistes, par exemple, ou le darwinisme qui a eu à subir ce genre d'attaque, car il déplaçait lui aussi les doxas en interrogeant le fondement des vérités ontologiques ou métaphysiques de son époque, ce qui mène toujours à des formes de pensée totalitaire, justement par allergie à l'altérité. Et c'est cette allergie à l'altérité qui, nous le savons depuis Arendt, est aussi une allergie à l'incertitude, à l'incapacité de définir. Et donc, je ne prendrai pas le risque de définir le genre humain, parce que précisément, nous sommes dans une période d'hybridation de ces définitions. Et si Butler s'est intéressé à défaire les conceptions normatives restrictives de la vie genrée, afin de, dit-elle, de rendre la vie vivable, et quand elle parle de la vie vivable, elle pense à toutes les minorités exclues, ce qui est une espèce d'argument, disons, généreux mais un peu facile. Elle est pourtant
accusée d'être la prêtresse de la désappartenance, des instabilités et du nominalisme extrême. Et c'est face à ces accusations qu'on aurait peut-être envie de défendre certaines de ces positions, parce que ce qu'elle nous donne à penser quand même, c'est cette allergie à la plasticité du corps, ou cette allergie à la corporéité en général. Et nous sommes dans les ères du silicium, je dirais, de plus en plus allergiques à la corporéité, parce que la corporéité reste une promesse de mortalité, alors que le silicium est une promesse d'immortalité. Et je racontais à Sabine qu'un collègue très sérieux et un chef d'un laboratoire me disait, mais écoute, moi j'échangerais demain, tout de suite, si je peux, un corps silicium éternel pour mon corps biologique défaillant. Et donc cette allergie à la vulnérabilité, à la corporéité, c'est une nouvelle utopie, et une utopie a toujours une face de dystopie qu'il faut pouvoir anticiper, qui ne doit pas nous mettre dans le faux débat technophobe ou technophile, mais qui interroge sur une nouvelle ontologie à penser de l'humain, pour rompre avec l'idée fixiste d'une loi et de la réinstitution de lois subjectives qui seraient la condition pour donner forme à une parenté future. Alors on n'arrête pas d'avoir, enfin en tout cas de tenter de faire des lois de bioéthique qui n'aboutissent pas d'ailleurs, parce que c'est très difficile d'avoir un consensus sur ces questions aujourd'hui, en France notamment. En Belgique, je dois dire, on a fait ça de manière assez consensuelle, mais dans le consensus mou. Et ça serait intéressant de pouvoir comparer, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est que Butler, par exemple, ou les mouvements autour du gender dénoncent une dialectique négative qui contribue à alimenter la croyance qu'une organisation sociale invariante de la sexualité, celle qui est encore revendiquée par des philosophes comme Sylviane Agacinski, que cite... Oui, voilà, bon... soyons généreux, qui écrit que l'homoparentalité est contre nature. Moi, je voudrais bien qu'on me définisse aujourd'hui la nature. On est dans la crise des naturalismes, mais dire que l'homoparentalité est contre nature et qu'elle menace donc la culture. Donc on est encore dans cette opposition que les anthropologues ont dépassée depuis bien longtemps, alors qu'on doit penser l'hybridation de la nature et de la culture aujourd'hui, qui implique aussi une hybridation, bien sûr, des fonctions du masculin et du féminin. Et c'est précisément, en effet, la fonction d'institutions comme l'Église de maintenir le récit de l'invariance. Mais si c'est la fonction de l'institution, quelle est la fonction du politique ? L'incapacité, par exemple, du structuralisme à prendre en compte les systèmes de parenté qui ne se confirment pas à son modèle est dénoncée aujourd'hui comme anachronique. Et c'est en effet ce qui nous intéressera si on pense la loi entre le juridique et le symbolique, mais je laisserai cette question plutôt à Sabine tout à l'heure. Mais c'est la question que pose Judith Butler dans Gender Trouble, qui est le rapport de la norme aux diverses instances de la loi juridique et la reconnaissance sociale de choix alternatifs au modèle de reproduction sociale est beaucoup plus exigeante que la simple assimilation passive à un ordre social ou biologique majoritaire, ce qu'on enseigne quand même encore dans les écoles et même dans les universités. Et ce modèle de la reproduction sociale, eh bien, il ne nous prépare pas au futur du genre humain, parce qu'il nous le rend totalement illisible. Et donc, quand dans Humain, Inhumain, Butler se prononce sur le phénomène de rejet provoqué par le mariage pour tous, elle radicalise déjà les positions qu'avait prises Lucy Irigaray sur la différence sexuelle et la répartition disjonctive des sujets entre masculin, féminin
qui sont au cœur de la structure du mariage, comme institution, là encore. Mais la visée était d'instaurer les conditions d'une certaine homogénéité dans la reproduction et l'évitement d'un métissage social ou biologique qui nous fait revenir à la question de l'allergie à l'altérité dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas que la question du genre me semble dépassée, mais l'opposition à la perspective inclusive du gender dont nous avons parlé me semble tout le moins disproportionnée, si ce n'est même fondée sur une guerre sémantique autour de la norme et du désir en termes d'identité de genre, si on ne saisit pas les enjeux identitaires qui reposent sur un malentendu ou sur le refus d'entendre une demande d'inclusion, de reconnaissance sociale parfois, qui menacerait d'altérer le sens donné au mot sacré du mariage ou le déterminisme biologique comme fondement des normes sociales. Et là, on voit qu'on est dans une confusion des genres, mais au sens, je dirais, quasi grammatical du terme, fondée sur une mise en danger par des groupes minoritaires qui mettraient sur la place publique les coulisses d'un inconscient symbolique dans ses failles même. Et j'ai essayé de montrer dans d'autres travaux sur Donna Haraway, qui est finalement beaucoup plus radicale que Judith Butler sur ces questions, étant biologiste elle-même, que le conflit qui existe au sein du féminisme, et qui a été représenté en France surtout par Françoise Héritier peut-être, qui maintient en effet l'idée que c'est l'observation de la nature qui a conduit les humains à penser l'organisation du monde, comme si elle découlait de manière synchronique d'une représentation, etc., en dualité à partir de cette division masculin-féminin, et qui signalait déjà un débat houleux au sein des féminismes qui ne peut devenir raison d'État, fût-elle raison alternative. Et donc là, il y a un enjeu de société qui est aussi un enjeu épistémologique de taille. Comment inviter à la fois l'universalisme abstrait, où le masculin et le féminin sont confondus, mais dans une hiérarchie, et le relativisme totalement irrationnel qui nous dit que il existe 60 genres biologiques et que donc cette division n'a pas de sens. Alors, ça pose la question qui suggère une autre forme d'allergie, c'est l'association entre les gender, la question du gender et le cosmopolitisme politique. Et donc, cette question du cosmopolitisme politique, elle existe en littérature, et moi je l'ai associée à d'autres questions politiques qui sont abordées de manière parallèle dans Proust entre son homosexualité et son judaïsme, parce que dans Sodome et Gomorrhe, par exemple, Proust avait mis en scène cette connexion entre l'être juif et l'être homosexuel, et il dénonçait avec subtilité la même haine de l'autre que soi. Il établissait dans Sodome et Gomorrhe le lien avec le cosmopolitisme de résistance dans les années 30 face à l'affaire Dreyfus, ayant compris que l'homosexualité était déjà une histoire biopolitique. Donc, quand nous sommes dans ce débat sur la notion de genre, qui réveille des crispations identitaires qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui face à une résistance ou une adhésion utopique aux biotechnologies, eh bien, il me semble, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il est important de revenir à de véritables arguments philosophiques. Et moi, le concept qui a été très important pour moi, parce que je suis lévinassienne, en tout cas j'avais fait ma thèse sur Lévinas, était le concept de séparation liante. C'est-à-dire qu'il fallait maintenir une séparation entre les catégories, mais pouvoir, à partir de cette séparation même, établir un lien
et non pas simplement un renversement. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans une critique qui me semble plus radicale que la question de ce qu'on appelle les études de genre, c'est de repenser, alors je vais dire une phénoménologie du féminin, mais je pourrais dire simplement une description de qu'est-ce que pourrait être une ontologie au féminin qui ne décrive pas le féminin comme une catégorie biologique, mais une catégorie existentielle, je dirais, pour ne pas dire ontologique. Et ce concept de féminin apparaît chez Lévinas très tôt dans son œuvre, dans Le temps et l'autre, mais aussi dans Totalité infinie. Mais dans Totalité infinie, Catherine Chalier, que vous avez dû entendre ici, montre, il y a un côté un peu machiste, caricatural dans les représentations de l'accueil, de la fécondité, etc., en tout cas à première lecture, mais que ces concepts, quand ils ont été critiqués, notamment par Simone de Beauvoir, dans Le deuxième sexe, qui a fait une lecture très attentive du temps et l'autre et qui disait non, on ne veut pas une ontologie du féminin. On veut garder l'ambiguïté entre masculin et féminin. Lévinas a répondu. Il a répondu aussi bien à Beauvoir qu'à Derrida sur cette question, en révélant une espèce de dynamisme discursif de cette notion de féminin, qui me semble extrêmement importante aujourd'hui, parce que précisément, ce qu'il y a dans la phénoménologie de Lévinas, c'est aussi une phénoménologie de la corporéité qui dit quelque chose de la puissance de la vulnérabilité. Non pas de la vulnérabilité larmoyante, plaintive, des sous-catégories minoritaires à défendre, mais bien au contraire, quelque chose qui nous dessille sur l'utopie d'un dépassement de la corporéité. Et qui nous protège, je dirais, du désir d'un corps hybride, biologie, silicium, qui revient finalement à l'homme-machine de Descartes, qui voudrait maîtriser la nature au point d'échapper à sa condition. Et pour Lévinas, c'est un projet politique. La notion de féminin est un projet politique parce que lui donner sa dimension phénoménologique, c'est aussi nous guérir de l'altérité. Et dans altérité, il y a aussi altération. Altération, c'est-à-dire l'allergie au visage aride, comme il dit si joliment, à ce qu'on appelle aujourd'hui en biologie l'oxydation de nos protéines, pour ne pas parler justement de vieillissement, parce que précisément le rêve contemporain du genre humain, c'est d'échapper à la maladie, à l'altération et certainement à la mort. Alors donc, ce qui pourrait paraître comme un discours post-humaniste sans intérêt, quand on regarde concrètement la recherche médicale aujourd'hui, on se rend compte que ce storytelling est entré non seulement dans les représentations de la biologie, mais dans le discours médical lui-même. Et qu'aujourd'hui, on a des discours, peut-être que je vais parler des organoïdes de cerveau, alors je ne sais même pas si ça dit quelque chose, c'est simplement, comme on a déplacé les embryons dans les boîtes de pétri et qu'on a mis, on a ouvert la boîte de Pandore
de la séparation reproduction-sexualité. Aujourd'hui, dans une boîte de pétri, vous pouvez avoir jusqu'à 5 mini-cerveaux qui ont des fonctions, nous dit-on, similaires au cerveau humain et qui seraient tellement merveilleux de pouvoir associer à nos robots pour arriver à un méliorisme du genre humain. Alors, ce qui semblait être un discours de science-fiction lorsqu'on regardait des films comme Blade Runner ou quoi encore maintenant, enfin bon, les films de science-fiction qui avaient au moins l'intelligence d'introduire de l'ambiguïté ou du doute, eh bien, deviennent des projets financés par le NIH, par des grandes universités chinoises, etc., qui fait que cet avenir, si nous ne le pensons pas du genre humain, il se fera sans nous. Voilà. Et alors, que peut la philosophie face à ça? Eh bien, moi, je fais de la résistance, disons, avec le concept de féminin, qui pour moi est une invitation à repenser la signification civilisationnelle de la natalité, de la fécondité, de la nécessité de penser non pas la biologie de la reproduction, mais la signification de la reproduction dans ce qu'elle évoque. Et je dois conclure. Alors, je dois conclure, mais évidemment, je ne peux absolument pas conclure sur cette question. C'est juste une invitation à penser le féminin comme cette altérité qui pourrait accueillir l'altération, parce que, au-delà de nos capacités biotechniques, ce qui me semble important du point de vue philosophique, c'est une intrigue éthique, celle qui articule d'abord, nous dit Lévinas, de manière non intentionnelle. Alors, ça veut dire au-delà de notre volonté, parce que ce n'est pas un dualiste, il ne sépare pas corporéité et esprit, mais il y a d'abord cette invitation, malgré nous, au bien, dit-il, qui, au-delà de l'incapacité des institutions sociales et politiques à le faire, eh bien, le projet éthique se conjugue à un nous politique, mais il ne peut le faire que si nous sommes capables de penser l'éthique comme première. C'est-à-dire que l'alternative serait d'accepter cette vulnérabilité du sujet, non pas comme un fatum, comme un destin, mais comme une ouverture au temps de l'autre. Et cette vulnérabilité commune, qui reste l'horizon de nos choix, le fondement de notre responsabilité, nous dit-il, eh bien, elle articule les moments du féminin et du masculin comme fécondité du temps et peut-être comme avenir du genre humain. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous la parole, Sabine Procoris. Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation. Alors, il y a évidemment énormément de directions qui ont été tracées, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Je parlerai, disons, à partir de mon expérience de psychanalyste et de quelques petites... je vais mettre quelques petits cailloux comme ça sur le chemin. D'abord, à propos du film, dans ma propre expérience des personnes trans que j'ai pu rencontrer et suivre, et d'ailleurs, vous savez bien, vous savez qu'il y a plusieurs mots qui sont employés, transsexuel, transgenre, transidentité, et je crois qu'il faut, voilà, cette incertitude sémantique, je pense qu'il faut la garder comme telle, parce qu'elle dit bien quelque chose de ce qui se joue effectivement dans ces trajets-là, mais en ce qui concerne, enfin, disons ce que j'ai pu observer, accompagner, comprendre de ces trajets, c'est que finalement, ce qu'ils rendent visibles, ces parcours-là, et c'est pour ça que je trouve que ce que disait cet artiste était à la fois très riche, particulièrement quand cette personne parlait de l'art et de son travail photographique, mais devenait beaucoup plus, comment dire,
en régression par rapport à ce qu'elle disait, cette personne, quand elle parlait justement du fait qu'on était tous les mêmes dans le réseau social, etc., dans le groupe Facebook ou je ne sais pas quoi, et qu'il y avait quelque chose qui s'homogénéisait dans le groupe lui-même. Donc cette homogénéisation, elle allait un peu en contradiction avec quelque chose de l'histoire singulière de ce parcours. Je dirais que ce qui me frappe dans ces parcours-là, c'est que ça rend visible de façon très, très immédiate, parce que précisément pour ces personnes, il n'y a pas de concordance donnée entre, disons, le sexe anatomique. Je ne parle pas des intersexués, qui est encore une autre question, mais qui se perçoivent aussi, ou que l'on perçoit, et qui donc se perçoivent aussi sur fond de ce partage ordinaire, disons. Mais disons, dans le cas des personnes comme cet artiste, et dans ceux que j'accompagne, ce qui se passe, c'est que le sexe, le sentiment d'identité sexuée ou genrée, je préfère garder les deux mots en fait, et j'expliquerai peut-être pourquoi, ne correspond pas à ce qui est censé être ce avec quoi ça doit s'accorder, c'est-à-dire le sexe anatomophysiologique. Alors pour certaines de ces personnes, mais pas pour toutes, ça passera par une intervention chirurgicale pour se rapprocher de quelque chose de l'apparence anatomique ou de l'anatomie. Pour d'autres, non. Et ça, on n'a rien à dire là-dessus. D'ailleurs, en France, maintenant, la loi permet qu'on change d'état civil sans être passé par une opération chirurgicale. Ce qui fait que notamment des personnes transgenres comme ça qui ne sont pas opérées peuvent, par exemple une femme qui est devenue un homme peut être enceinte. Bon, on peut changer d'état civil sans passer par l'opération. Donc la question du rapport au corps anatomophysiologique est une question au fond d'interprétation. C'est-à-dire quel est le rapport entre mon sentiment, je dirais, mon point de vue, le point de vue que je ressens, que j'éprouve concernant cette affaire de la sexuation, cette trouble affaire de la sexuation, et puis ce qui se passe du point de vue de ce hasard qui fait que je suis née dans un corps de garçon ou dans un corps de fille. Donc, ce que je trouvais très, très beau dans ce que disait cet artiste, c'était justement tout ce qu'il exprimait d'un trajet. Et en même temps, quand il disait c'était là depuis le début, oui et non, parce que moi je suis toujours en tant que psychanalyste très méfiante envers l'intime conviction sur quoi que ce soit. C'est-à-dire sur le sentiment qu'on a de sa propre identité. Ce sentiment, il a évidemment, c'est la part émergée de l'iceberg, mais ce qui est plus intéressant, c'est la part immergée, vous savez bien que dans les icebergs, il y a 2/3 immergés, qui est en fait tous les mouvements, toutes les identifications, toutes les histoires qui sont extrêmement passionnantes quand on accompagne quelqu'un dans un parcours comme celui-là, qui font que ça aboutit à ce sentiment qu'on est plutôt mieux à cet emplacement-là de la sexuation qu'à celui-ci, et qui ne correspond pas à celui qui serait initialement normalement assigné. Quand je dis normalement, je mets beaucoup de guillemets naturellement. Mais donc, ce rapport entre, disons, sexe et genre, c'est un rapport qui de toute façon ne va pas de soi. C'est un rapport chez les êtres humains qui ne va pas de soi, et certainement d'abord à cause du fait que nous sommes des êtres parlants, en fait. Et donc moi je partirais de ça, du fait que on parle et qu'on travaille, on pense, on se pense, on a un sentiment de soi dans l'élément global du langage ordinaire, et qui comporte effectivement ces mots-là, ces signifiants et ces partages masculins, féminins. Alors on va revenir là-dessus. En ce qui concerne maintenant juste une deuxième chose, à savoir les modifications contemporaines des formes d'alliance et de parenté qui admettent dans les sociétés occidentales, parce que c'est quand même assez limité pour l'instant aux sociétés occidentales, qui admettent effectivement qu'il puisse y avoir un couple de 2 hommes, un couple de 2 femmes qui soit institutionnellement reconnu dans la société. Et en fait, j'ai même pas envie de parler d'inclusivité, parce que ce qui me gêne avec l'idée d'inclusion, c'est qu'on inclurait des catégories justement comme substantivées, alors qu'en fait, il ne s'agit pas d'être plus inclusif, il s'agit d'être plus abstrait. Si on prend la question du mariage, par exemple,
La loi sur le mariage pour tous en France, elle est bien nommée mariage pour tous et non pas mariage homosexuel. Pourquoi ? Parce que c'est un degré d'abstraction supérieur de la loi qui fait que l'institution du mariage, qui est une institution en fait protectrice, et qui est une institution qui, depuis qu'elle se pratique dans les sociétés humaines, a pris toutes sortes de formes, s'est transformée, et ces dernières années s'est beaucoup transformée. Puisque vous savez, enfin on sait bien quand même, puisqu'on parlait de féminisme, que jusque dans les années 60, les femmes mariées en France étaient des mineures. Puisque une femme mariée, jusqu'en 1965, n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de son mari, n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation de son mari, donc c'était évidemment des rapports patriarcaux qui organisaient la société, avec en plus l'héritage de Vichy assez important en France. Bon. Mais disons, petit à petit, il y a eu une transformation de l'institution du mariage, a été instaurée très tardivement l'autorité parentale et non plus l'autorité paternelle. Donc petit à petit, des choses se sont transformées à cause d'un certain nombre de luttes féministes, notamment d'abord les luttes féministes, puis les luttes effectivement des homosexuels, hein, qui ont emboîté le pas aux luttes féministes dans les années 60-70. Mais disons, le mariage pour tous, c'est de ne plus considérer que la différence des sexes, que la différence sexuelle est un critère qui est une particularité, est un critère qui doit entrer en ligne de compte dans la définition du mariage, c'est tout. Donc c'est un peu plus abstrait. Et puisque c'est plus abstrait, au sens où ça ne prend pas en compte, ça laisse de côté un certain trait particulier qui est la différence sexuée, eh bien ça concerne beaucoup plus de cas particuliers. Donc ce n'est pas inclusif au sens où ça inclurait les homosexuels en tant qu'homosexuels. C'est plus abstrait, donc en tant que citoyen, le fait d'être homosexuel ne les exclut pas du mariage avec la personne de leur choix. C'est tout à fait différent. Pour moi, c'est tout à fait différent et c'est une différence très importante et c'est pour ça que je serais assez, je serais assez d'accord avec cette formule d'Erving Goffman, ce sociologue qui a réfléchi sur les cadres de l'expérience et notamment le rapport entre ce qu'il appelle les cadres primaires et les cadres sociaux, les cadres pilotés. Ce qu'il appelle les cadres primaires, Goffman, ce sont des espèces de représentations, de schèmes d'interprétation quasi immédiats du monde. Parmi ces cadres primaires, il y a le partage masculin-féminin, mais ce qu'il dit bien, c'est que ce n'est qu'un cadre, c'est-à-dire c'est une façon d'interpréter le réel, et il dit au fond, en ce qui concerne la question des sexes ou des genres, il parle de genre, eh bien il dit il faut considérer la question de la sexuation non pas comme définissant une classe d'organismes, ou des classes d'organismes, il y a 4 genres, 12 genres, 20 genres, mais juste comme une propriété des organismes. C'est tout. Et donc comme un trait particulier, la question étant qu'est-ce qu'on fait de ce trait-là, comment les sociétés l'interprètent. Alors ça c'est une question évidemment tout à fait importante puisque quand on parle de normes, on parle de cela. Alors, je n'ai pas envie de m'étendre énormément sur Judith Butler. J'ai écrit un livre, en effet, très, très critique sur la déduction butlerienne du genre, mais qui fonctionne selon la même logique que sa déduction des minorités en général. Donc, d'où l'idée d'alliance des minorités, par exemple, entre les musulmans et les LGBT. Sauf qu'à un certain moment, ça se heurte à quelques limites, puisque chez les musulmans, il peut y avoir, en tant que tel, en tant que se réclamant de la religion, eh bien, il peut y avoir quelque chose qui ne va pas accepter, par exemple, le mariage pour tous ou l'homosexualité. Bon, donc, on se heurte vite à quelque chose avec ce type de logique, mais ce qui autant je peux être tout à fait, en accord avec certaines positions de Judith Butler politiquement, concernant le fait que, bien évidemment, qu'il n'y a aucune raison de discriminer des personnes parce qu'elles sont homosexuelles, de fermer la parenté, etc., etc. Autant je suis beaucoup plus sceptique, pour utiliser un euphémisme, sur sa déduction du genre, pour 2 raisons que je vais très rapidement exposer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Disons que, d'une part, elle ne tient absolument pas compte de la langue ordinaire et de l'inconscient. Et donc, je vais expliquer un peu pourquoi en passant tout à l'heure par Freud. Et d'autre part, elle le déduit de façon circulaire, c'est-à-dire que là où elle prétend proposer une généalogie du genre,
Mais en réalité, c'est quelque chose de circulaire, parce que ce qu'elle explique dans Troubles dans le genre, et ensuite c'est maintenu sur d'autres choses, et j'ai été très éclairée par un article d'elle que j'ai lu en anglais, qui n'est pas traduit en français, qui est sa lecture de Simone de Beauvoir, et je vais y venir. En gros, ce qu'elle explique, c'est que le cadre hétéronormé obligatoire, le cadre hétérosexuel obligatoire produit l'identité de genre, donc le masculin-féminin, mais l'identité de genre produit le cadre hétérosexuel obligatoire. Donc, au fait, ça tourne en rond, en réalité. C'est-à-dire, ce n'est pas une généalogie, c'est circulaire. Et comment elle s'en tire? Elle s'en tire avec une théorie de l'assujettissement, mais qui confond les plans. C'est-à-dire qu'elle confond en réalité deux plans qui sont séparés dans l'usage du mot sujet. Elle confond le sujet au sens de la suggestion, celui qui est donc assujetti, et le sujet au sens de la subjectivation. Et elle fait comme si le parcours de subjectivation était identique et de même nature qu'une opération de suggestion, c'est-à-dire d'asservissement, en gros, et d'asservissement qui fonctionne également de façon circulaire. Et en fait, à un certain moment, elle ne sait plus trop comment s'en tirer, et elle tire ça de la langue. Elle dit la langue impose ceci, cela, comme si la langue était une instance transcendante, supérieure, et qui n'était pas, au fond, ce qui est sans arrêt réinterprété par l'usage qu'en font effectivement les uns et les autres. Et du coup, elle en vient à dire que c'est une production du logos occidental, en réalité, et du coup à dire qu'il y a un féminisme blanc, et donc à critiquer l'universalité du féminisme et des luttes féministes. Et du coup, on peut lire des pages, par exemple, dans Vie précaire, où elle expliquera le plus tranquillement du monde que c'est un préjugé occidental blanc que de considérer qu'une femme en Afghanistan qui porte, en Afghanistan, hein, pas dans un quartier de Genève, une femme en Afghanistan qui porte la burqa, en fait, c'est vraiment formidable parce que sa féminité, sa modestie féminine, enfin, c'est un préjugé culturel occidental blanc que de considérer qu'elle doit enlever sa burqa, comme si les femmes elles-mêmes là-bas n'avaient pas envie de sortir de cette oppression patriarcale-là, et que si elles les enlèvent, elles sont complices du préjugé occidental blanc, et qu'en faut, si on pense qu'elles ont le droit d'enlever ça, on est pour George Bush. Elle l'explique dans une page exactement de cette façon. J'ai analysé la page dans mon livre. Donc vous comprendrez pourquoi je suis très réservée sur la déduction butlerienne du genre, parce que je pense qu'elle est extrêmement théorique, si vous voulez, et qu'elle ne prend pas en compte, et pareil pour sa vision de la norme, elle envisage la norme comme standard et imposée du dehors sur des subjectivités asservies, alors que la question des normes en ce qui concerne les vies humaines, les normes, elles sont en perpétuelle recomposition. Les normes, comme disait Georges Canguilhem, qui est un philosophe qui a travaillé sur la question de la norme, à la fois dans la physiologie, mais aussi en réfléchissant aux sociétés, il dit bien que la norme, c'est un processus régulateur en perpétuelle modification, qu'on ne cesse de transformer nos propres normes. Par exemple, quand on a 70 ans et quand on en a 25, les normes, du point de vue de la possibilité de l'activité physique, ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on est handicapé à 70 ans, mais que les normes se transforment et que toute vie humaine est une permanente négociation, réinterprétation, renégociation des normes, et particulièrement en ce qui concerne les normes sociales, dont il dit bien qu'elles sont à inventer et non pas à observer. Alors bien évidemment que les sociétés édictent des normes qui fonctionnent comme des standards, mais les sociétés elles-mêmes, en tout cas les sociétés démocratiques, et l'Église, ce n'est pas un modèle de société démocratique évidemment, puisque c'est un naturalisme théologique ou une théologie naturaliste intouchable et immuable, mais que l'on voit, oui, chez des philosophes ou des dits philosophes comme Sylviane Agravansky, mais pas seulement. Je veux dire, chez les politiques aussi. Je veux dire, on le voit chez des psychanalystes nombreux qui ont déguisé l'ordre naturel de la théologie en ordre symbolique, dans une certaine interprétation de Lacan, qui a donné tout à fait de quoi l'interpréter de cette façon. C'est-à-dire, en fait, les normes, elles sont à inventer, ça veut dire quoi? Dans le débat permanent dans une société démocratique. Si bien que, par exemple, je vous ai parlé du mariage, eh bien oui, il y a 50 ans, c'était inimaginable que deux hommes se marient.
Et maintenant, ça paraît tout à fait, c'est tout à fait admis, même s'il y a une frange de la population qui résiste, mais quand on regarde un peu de quoi sont faites ces résistances, on s'aperçoit que ce sont en réalité des préjugés figés, incorporés, mais que si vous les grattez un tout petit peu, hop, ça tombe, c'est très friable. Pareil pour la parenté. C'est-à-dire, si vous les démontez, du point de vue tout simplement de l'argument, enfin de l'analyse critique, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Alors, la question que je me suis posée, effectivement, puisque c'est tout à fait juste ce que disait Raphaël tout à l'heure, et puisque vous avez dit, moi aussi, la question du féminisme a été tout à fait importante dans ma réflexion sur ces questions, et aussi la question des LGBT, pour des raisons liées à des choses que j'ai rencontrées dans ma pratique, dans ma clinique, où je me suis rendu compte à quel point il y avait une extrême violence, en effet, qui était non seulement imposée par la société, mais qui était incorporée par les personnes elles-mêmes, dans une espèce d'homophobie intériorisée, enfin, ne parlons pas des femmes, hein, ne parlons pas des femmes. Mais disons, beaucoup de choses étaient incorporées, mais ces choses incorporées, en fait, on peut, par le travail, les dénouer, et effectivement, en renouant avec cette zone d'incertitude, qui est évidemment le fait, enfin, l'espace du genre humain par excellence, parce que je ne parlerai jamais du genre humain comme à partir d'une définition abstraite, mais simplement, le genre humain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'humain, au-delà des différences et des singularités des uns et des autres? Eh bien, c'est ce qu'on a en commun avec n'importe quel autre être humain, en réalité, qui fait qu'on peut d'ailleurs, c'est ça aussi qui permet la transmission culturelle, qu'on peut être touché par une pièce d'Eschyle, qui a écrit il y a 4000 ans, ou il y a 3000 ans, et puis on se dit, mais comment ça se fait que ça me touche? Que quelqu'un qui va dans la grotte de Chauvet il y a 36 000 ans, qui voit ses mains sur les murs, il imagine ces êtres humains qui ont fait ça, il se dit, mais il y a quelque chose de commun, en fait. Et qui fait aussi que quand on est psychanalyste, on peut écouter des gens dont les histoires et les parcours sont à 10 000 lieues de votre propre histoire et de ce que vous pourriez envisager pour vous-même, mais pourtant, il y a quelque chose qui est un en commun qui fait que, voilà, c'est là que je situe, disons, le genre humain, c'est dans cet en commun. Et qu'est-ce que c'est que cet en commun? Eh bien, c'est tout ce qui se tisse entre les êtres humains, mais qui est justement en perpétuel mouvement. Alors, sur la question de la sexuation, du genre et de tout cela, alors je serais tout à fait de votre avis sur le fait qu'il ne faudrait pas tomber dans dans une croyance à la matérialité biologique comme nous donnant la clé de tout. Pas plus qu'on ne peut tomber dans une croyance dans la toute-puissance disons, du genre, de la déconstruction du genre, comme si on pouvait déconstruire comme un kit quelque chose qui est en réalité de toute façon toujours en train de se construire, de se déconstruire, de se modifier. Et si on passe par l'anthropologie, quand même, Maurice Godelier, sur ces questions de la parenté, a dit quand même une chose, je crois, très forte, en disant, même si ces dernières pages dans son livre sont un peu problématiques sur la question des parentés homosexuées, le préjugé revient, mais comme une philosophie spontanée, si vous voulez. Il dit la transformation est le fait humain par excellence. Et si on parle de la parenté, une transformation dans la parenté produit toujours de la parenté autrement. C'est-à-dire, enfin, je disais ça ce matin au lycée, cet après-midi, finalement, l'en commun des êtres humains, c'est comme un motif de fugue qui est d'une certaine manière le même et qui s'altère et se redistribue à la fois dans la pluralité des expériences singulières et entre les générations. Alors, pour le masculin, le féminin, qu'est-ce qui a pu bien se passer? C'est une question que je me suis posée quand même, pour qu'en si peu d'années, quelque chose qui nous semblait inimaginable il y a, je vous dis, 40 ou 50 ans, devienne, oui, tout à fait non seulement imaginable, mais institutionnellement, même si la loi court après ce qui se passe, n'empêche que les pays occidentaux essayent, tout au moins certains d'entre eux, avec beaucoup de résistance, d'accompagner ces nouvelles formes de vie qui n'ont rien de radicalement révolutionnaire. Alors d'abord, partons de quelque chose d'assez simple. Comme dit Mary Douglas, qui est une autre anthropologue, elle dit deux choses très utiles. Elle dit que le partage entre le masculin, le féminin, le haut, le bas, le soleil, la lune et tout ça, comme dit Françoise Héritier, finalement, c'est très pratique et ça permet, quand on catégorise les choses de cette façon, d'avoir l'impression d'un semblant d'ordre.
dans le flou général qui nous entoure. Bon, oui, c'est un semblant d'ordre. La question, c'est jusqu'à quel point on y croit. Mais aussi jusqu'à quel point on croit à son sentiment personnel d'identité genrée ou sexuée. Et c'est valable aussi bien pour une personne trans que pour une personne, comme on dit, cisgenre, parce que c'est tout aussi aberrant en tant que conviction. Ce qui est intéressant, c'est de quoi est faite cette conviction et comment cette conviction, elle est de toute façon, elle n'est jamais monolithique, elle n'est jamais homogène, elle est faite de plein de chemins d'identification fragmentés et qui composent une figure singulière, qui se répartit d'une certaine façon sur ce partage masculin-féminin. Alors sur ce partage masculin-féminin, il me semble que mon hypothèse, si vous voulez, c'est que justement la psychanalyse freudienne est une expérience à la fois singulière et collective dont un des effets est précisément ce qui est en train de nous arriver dans ce que j'appelle, le malaise dans la sexuation contemporaine. Pourquoi je pense ça? J'ai mis du temps à formuler cette hypothèse parce que mes premiers travaux, c'était plutôt sur une critique du conservatisme genré justement des psychanalystes, le rappel à l'ordre symbolique, la position masculine ceci, le père cela, la loi, la position féminine cela, etc., l'accueil, ainsi de suite, et l'enfant au milieu, et il fallait bien que le père soit un vrai père et un vrai homme, et la mère une vraie femme, pour que l'enfant ne s'y perde pas trop dans ses identifications. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas du tout comme ça dans la vraie vie. Ça, c'est une vulgate absolument simplifiée qui a été un peu rigidifiée par Lacan, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a chez Lacan une filiation maurassienne bien réelle. Il avait demandé quand même à Maurras d'être son directeur de conscience à un certain moment. Et c'est quand même un penseur, tout en étant d'une extrême acuité sur la chose inconsciente, extraordinairement conservateur sur certaines questions. Mais en même temps, comme il est hyper intelligent et qu'il a le sens de la chose inconsciente, Lacan, il donne toujours une chose et son contraire en même temps, et débrouillez-vous. Par exemple, il y a un séminaire qui s'appelle « Les noms du père », et il faut le lire de deux façons. Les noms du père, le père, donc il faut s'identifier au nom du père, se soumettre à la loi du père, etc. Mais en même temps, ça doit se lire les noms dupes, ceux qui ne sont pas dupes, errent, se trompent. Alors, est-ce qu'il faut errer ou est-ce qu'il ne faut pas errer ? Est-ce qu'il faut être dupe ou est-ce qu'il ne faut pas être dupe ? Débrouillez-vous. Donc, vous voyez, chez Lacan, c'est extraordinairement ambigu, sauf qu'il reste le maître du jeu, ce qui n'est jamais le cas chez Freud, qui est quelqu'un qui cherche et qui écoute d'abord les paroles des personnes qui lui parlent. Alors, le coup de force freudien, me semble-t-il, c'est de mettre à la base d'abord, une psychanalyse, ça se fait avec quoi ? Pas avec des concepts extrêmement sophistiqués. Personne ne vient vous parler de l'objet petit a ou du nœud borroméen, je ne sais même pas ce que c'est, ou de la loi symbolique quand il vous parle en analyse. Il vous parle de la langue avec les mots de tous les jours. Ces mots, les mots de la langue, les mots partagés. Et parmi ces signifiants les plus partagés, il y a en effet le mot homme, femme, masculin, féminin. Or, sur ces mots, que nous dit Freud ? Alors d'abord, les analyses se font dans la langue ordinaire, mais ensuite, que nous dit Freud en ce qui concerne l'activité théorique, son activité théorique ? Eh bien, il nous dit la chose suivante sur la question du masculin et du féminin. Il nous dit « Il est indispensable de se rendre compte que les concepts de masculin et féminin, dont le contenu paraît si peu équivoque à l'opinion commune, font partie des notions les plus confuses du domaine scientifique. » Et il ajoute, plus loin, ou dans un autre texte, quant à l'essence au sens conventionnel, ou au sens biologique, il dit ou au sens biologique, on nomme masculin et féminin, la psychanalyse ne peut l'élucider. C'est dans la psychogénèse d'un cas d'homosexualité féminine, et l'autre c'est dans les 3 essais sur la théorie sexuelle. Et il ajoute, la psychanalyse ne peut l'élucider, donc on est dans quelque chose qui est ce que Leibniz appelait les notions claires et confuses, qui ne sont pas comme chez Descartes les notions claires et distinctes où les contours sont absolument précis, mais claires et confuses, c'est-à-dire où on en a un sentiment non équivoque, comme dit Freud, c'est-à-dire quand on vous dit un homme, une femme, et quand quelqu'un vient vous voir, il a l'impression qu'il vient moi, quand il vient me voir, il a l'impression qu'il vient voir une femme. Bon, c'est une première perception.
Mais après, ce que ça veut dire, ça, c'est une autre paire de manches. Moi, quand je reçois quelqu'un, je dis oui, homme, femme, trans, mais quelque chose dans les premières... C'est ce que Goffman appelle les cadres primaires. C'est-à-dire ça permet d'interpréter grosso modo ce qu'on rencontre, et dans un consensus relatif avec son voisin. On partage le même langage, le même usage du langage. Il dit donc, ça fait partie des notions, la psychanalyse ne peut l'élucider, et il ajoute, elle reprend à son compte ces deux concepts et les met à la base de ses travaux. Alors c'est quand même intéressant ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire de mettre à la base de ses travaux des concepts dont tu ne vas pas chercher à faire la toilette? C'est-à-dire, il ne va pas chercher à dire le masculin c'est ça, le féminin c'est ça. D'ailleurs, sur la question de l'opinion commune et de l'opinion populaire et de la langue ordinaire, en fait, c'est-à-dire tout ce qui est véhiculé... Quand Butler parle de Austin, elle ne parle que de Austin, de Quand dire c'est faire, avec en plus une vision assez magique de la performativité, qui n'est pas du tout la vision austinienne réelle, parce que quand Austin dit quand dire c'est faire, certes, quand vous dites oui, quand vous vous mariez devant le maire, vous êtes marié, mais si vous dites oui à votre partenaire sur la scène de théâtre, il vaut mieux pour vous que vous ne soyez pas marié en sortant. Donc c'est une question de cadre, naturellement, la performativité. Donc on ne va pas oublier ça. Mais elle ne tient pas compte d'un autre Austin, qui est l'Austin qui réfléchit sur la langue ordinaire à la suite du philosophe Wittgenstein, et où il dit que la langue ordinaire, ce qu'il dit, c'est le premier mot. C'est-à-dire c'est tout ce qui est dans l'usage commun. Quand on parle, on se comprend grosso modo, même si la façon dont on investit les mots qu'on emploie, eh ben, il y a des différences entre nous. Voyez ? Et d'ailleurs, quand vous employez le mot femme, je suis sûre que votre arrière-grand-mère, ce que ça voulait dire pour elle et ce que ça veut dire pour vous maintenant, ou pour votre petite-fille dans 3 générations, ce sera sûrement très différent, même s'il y a des choses qui sont communes. Et ce mot continue à être utilisé, à valoir, mais en véhiculant des formes de vie différentes, puisque les mots, ils véhiculent des formes de vie. Donc, ce qui est intéressant avec Freud, c'est que l'opinion populaire, il la prend toujours comme un point d'appui, mais pas du tout comme délivrant une vérité dans ses contenus, comme étant cette zone commune, justement, de l'en commun des êtres humains, où les gens parlent, et Lacan a dit des choses là-dessus, en disant les gens parlent. Oui, ben justement. Et Foucault aussi a dit qu'est-ce qui est de si dangereux dans le fait que les gens parlent et que leur discours de tous les côtés prolifère. Ben précisément parce qu'en parlant, eh bien vous réinvestissez à votre manière les mots et les formes de vie qui les habitent. Et par conséquent, ben, il y a quelque chose qui dès que vous parlez avec quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui forcément à la fois se rencontre et se met dans l'incertitude. Et effectivement, à partir du moment où Freud met des notions on va dire floues, et j'emploie ce terme de flou dans un des livres que a cité Raphaël, qui est l'insaisissable histoire de la psychanalyse, où le flou, c'est quoi? C'est pas quelque chose de vague, c'est quelque chose qui renvoie au bouger. Et quand on parlait tout à l'heure de la transformation, qui est le fait humain par excellence, il n'y a rien de plus difficile à saisir que la transformation. Et ce que disait tout à l'heure le photographe, c'était très intéressant, l'artiste photographe, c'est que la photo fige quelque chose, en même temps elle capte un moment, un instant, dans le flux du temps, dans le flux du devenir. Mais quelquefois, certains photographes travaillent avec le bouger, justement. Et le bouger dans une photographie, c'est lorsque la photographie n'est pas posée, ou lorsque le temps d'exposition est tel de l'ouverture de l'obturateur, on appelle ça, qui fait qu'on va saisir non pas un instant, donc quelque chose qui est figé, mais on va saisir plutôt des mouvements, et donc ça va devenir flou. D'ailleurs, le cinéma, c'est effectivement lié au fait qu'il y a 24 images secondes, ou plus quelquefois. Donc ça donne l'impression de mouvement. Mais c'est des fragments des fragments de réalité. Mais ce qui se passe entre ces fragments de réalité, c'est ça la transformation. Et ça, on n'en capte jamais que des bouts, en fait. Et quant à la question de l'interprétation, que ce soit du genre, de la sexuation ou de quoi que ce soit d'autre, quand Freud parle de l'interprète, il dit qu'au fond, il revendique de partager avec l'artiste, justement, quoi? L'incertitude. Il dit ça à la fin de son étude sur le Moïse de Michel-Ange. Alors c'est intéressant parce que le Moïse de Michel-Ange, comme figure sexuée, paternelle et de l'autorité et de la loi, Moïse, on ne fait pas mieux. C'est la statue, vous savez, où il est furieux, il jette les tables de la loi. Et donc Freud fait une étude de ce geste, de cette colère de Moïse, etc. Et puis il dit, mais peut-être que je me suis trompé. Et peut-être d'ailleurs que Michel-Ange ne savait pas très bien tout à fait, complètement.
Et en tout cas, c'est l'interprète qui va réinvestir cela de sa version, de son regard sur cette chose-là. Et il dit, je revendique, il dit, je demande au lecteur de permettre à l'interprète, lui Freud, de partager avec l'artiste cette incertitude. Et donc, à partir du moment où, à la base de la théorie analytique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette zone d'incertitude, sans qu'on cherche à faire la toilette des concepts pour dire le masculin c'est ci, le féminin c'est ça, à partir de ce moment-là, forcément, d'un côté, dans les cures, toute cure fait que quelqu'un s'approche justement des zones d'incertitude qui sont des sources d'angoisse forcément, et d'ailleurs l'angoisse et le refus de l'altérité, il est lié, Freud le lie, non pas du tout au radicalement autre, mais au presque pareil. C'est pour ça d'ailleurs que dans le sexe prescrit, j'avais introduit une notion qui était celle non pas de différence des sexes, que j'avais écrite en un seul mot, pour montrer à quel point ce qui est une relation en réalité, c'est une façon de considérer, d'interpréter le fait matériel, observable de la sexuation la plupart du temps. Il y a une amie qui m'avait dit qu'un jour, quand elle était petite, elle avait demandé à son père « Mais papa, c'est quoi la différence entre un garçon et une fille ?» Alors son père lui dit « Mais enfin, tu as 7 ans, tu ne sais pas. » Donc il lui explique, et alors elle dit « Ah, c'est tout !» Mais c'est génial, parce que c'est vraiment ça. La question, c'est le statut qu'on donne à ça. Et dans la théorie psychanalytique, la différence des sexes, moi je l'ai mise en un seul mot, pour montrer comment on substantifiait une relation, en fait. Et une relation, c'est un écart. Bon, alors certains psychanalystes parlent de Rigaray ou d'autres, ou Monique Schneider, de dualité des sexes qui conduit à une essentialisation. Et moi, j'avais envie de parler, mais comme juste une façon de décrire, de voisinage des sexes, mais au sens de la mitoyenneté, au sens où effectivement, il y a une porosité, effectivement, des identifications, parce que le contenu de ces termes masculin-féminin, c'est pas qu'il soit vide. C'est pas parce qu'il n'est pas clair qu'il est vide, il est au contraire sursaturé. Mais cette saturation, elle est en même temps en mouvement, parce que d'ailleurs, quand Freud essaye de les définir, alors là, il se casse la figure, mais ça ne le dérange pas du tout. Ça ne le dérange jamais de boiter. Freud, il reprend la parole de la Bible en disant ce qu'on ne peut atteindre en marchant, on va l'atteindre en boitant. Donc il y a toujours cette boiterie-là. Et il dit, finalement, il prend une image justement à propos du masculin. C'est très marrant, parce qu'il dit, au fond, pour figurer le masculin, il dit la libido est d'essence toujours masculine chez les deux sexes, dit-il. Donc c'est un truc un peu phallocratique, hein, un peu patriarcal, il est souvent rattrapé par des choses comme ça. Mais après, comment il dit ? Il dit, ben, le masculin, comment on pourrait le figurer ? Ben, c'est par exemple le geste volontaire du geste musculaire. Alors bonjour, les problèmes d'érection des messieurs. Bon, puisque s'il y a un geste qui est involontaire, c'est bien celui-là. Montaigne en a très très bien parlé en parlant de ce membre indocile qui s'irrige quand on n'en a que faire et qui refuse de coopérer quand on en aurait le plus besoin. Bon. Et après, il emploie une autre image. C'est très intéressant parce que c'est une image qui est plutôt dans l'imaginaire, parce que tout ça, c'est des questions d'imaginaire, associée au féminin, et c'est le fleuve. C'est le fleuve l'eau qui coule et qui se diffuse parce qu'il y a une telle énergie dans le flot de l'eau, en plein de petits courants adjacents. Donc il y a deux images qui sont en fait contradictoires, et Freud dit, je ne cesse de changer de comparaison. Pourquoi ? Parce qu'en fait on capte des reflets ou des aspects de ce que les expériences humaines ont mis dans leur forme de vie et leurs usages. Alors à partir du moment, alors il y a plein d'autres choses qui sont intervenues, mais il me semble que par capillarité, cette incertitude sur la question des repères fixes, genrés de la sexuation, eh bien, la psychanalyse a une certaine, en tant qu'expérience, pas en tant que contenu théorique, notamment remis un peu au pas par Lacan, mais en tant qu'expérience psychique de l'approche des zones d'incertitude à travers le langage ordinaire, où la seule chose qu'on a de certaine dans le langage ordinaire, c'est que ça nous sert à communiquer avec les autres. Mais en même temps, la teneur de cette communication, on en parlait tout à l'heure au lycée, là, c'est cette zone d'incertitude de l'interprétation qui est toujours une zone d'accommodement, et c'est comme ça que quelque chose se produit de toutes sortes de transformations. Et je pense que nos sociétés, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été traversées par l'expérience analytique, et beaucoup d'existences qui ont été traversées par ça, directement ou indirectement, et il me semble que ça a contribué à faire bouger un peu les lignes, ou en tout cas à nous faire intégrer
le fait que l'incertitude, ça n'est pas catastrophique. Voilà, je vous remercie.